Merci de cette fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans notre émission dimanche invité. Ce dimanche, nous recevons Monsieur Mohamed Cherif Haïdara. Il est président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Monsieur Haïdara, merci d'être sur ce plateau. C'est toujours un plaisir, Monsieur Sidibé. Haïdara, première question, actualité oblige. Ces derniers temps, nous assistons à une série d'attaques dirigées contre les positions des femmes et à qui déjà nous pouvons attribuer ces attaques, même si elles sont souvent revendiquées par le CSP, et du côté de la DIRPA on parle d'attaques attribuées à des groupes terroristes. Déjà, quelle lecture faites-vous de la recrudescence de ces attaques ces derniers temps? Tout d'abord, je voudrais, au nom de la diaspora malienne et à mon nom propre, présenter nos condoléances à toutes les familles et souhaiter une meilleure santé et un bon rétablissement à ceux qui sont blessés dans ces différentes attaques. Et c'était attendu, ces attaques. Oui. Et depuis que le Mali a décidé de recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, oui, en demandant à l'administration de quitter, oui, et la logique, c'est de rétrocéder ces camps, dont certains étaient occupés par la SEMA. Oui. Les djihadistes avaient pris l'habitude d'attaques très sophistiquées. Oui. Et il n'est pas possible, en fait, il faut qu'on se dise la vérité. Le territoire étant très large, oui, que nos forces des armées et les FAMA puissent couvrir en même temps et à tout moment, oui, tous ces attaques perpétrées par les djihadistes par endroits et d'autres par la SEMA. Et notre position a été depuis 2017. Oui. Et il va falloir qu'on puisse négocier. Négocier, ce n'est pas avoir peur. Non, loin s'en faut. Et quel que soit et même négocier avec qui? Et on négocie avec d'abord le négocier avec la SEMA toujours, parce que nous avons jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas renoncé à la... Oui, sauf que dans le communiqué de la DIRPA, par exemple, on ne parle pas de la SEMA ni du CSP, on parle plutôt des groupes terroristes. Oui, là, c'est une indication assez précise, oui, que l'accord encore reste un accord qui n'a pas été renoncé ni par le Mali, ni par la communauté internationale, ni par la SEMA elle-même, bien que par endroits, ils font allusion à certains nombres d'éléments de langage qui, en les écoutant, en disant qu'ils ne comptent plus sur l'accord. Ouais. Parce que l'accord, le fil dorsal, c'était la cessée des attaques, de déposer les armes. Ils ont repris les armes. Mais il n'en demeure pas moins que personne encore n'a dénoncé. Cet accord a été parrainé par la communauté internationale, qui a été signé sans demander l'avis des Maliens. Mais il y a eu encore des amendements. Moi, j'ai été un acteur. À un moment donné, j'étais conseiller de Ould Sudat, Allah Yarham, qui est décédé, et j'ai participé même à la négociation pour qu'il puisse participer dans ce gouvernement de transition. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester sans négocier. Monsieur Sidibé, en 2017, pendant la conférence internationale, j'étais le seul dans la salle à demander qu'on négocie avec Iyad Koufa. Les gens ont failli me dilapider dans la salle. Et Allah aimant la vérité, et 3 ans après, il y a eu une décision prise à Beau, quand il y a eu la rencontre de 5 chefs d'État de C5 Sahel avec Macron, Youssoufou et Ibeka. On dit clairement, nous ne pouvons pas continuer à nous battre sans le volet négociation. La réponse de Macron a été quoi? Oui. Vous pouvez négocier, mais négocier ensemble. Les G5 Sahel doivent avoir un mécanisme, une approche commune pour négocier. Oui. Et cela n'a pas été fait d'une façon ouverte, et c'est ce qui a suivi Bazoum. Donc je dirais aujourd'hui, toutes ces attaques-là, encore une fois, je le dis sur le même plateau, c'est qu'ils veulent qu'on ouvre le dialogue, ils veulent qu'on négocie. Oui. Parce que continuer... Donc ces attaques sont ni moins ni plus un appel au dialogue. Au dialogue, oui. C'est notre lecture.
Et vous verrez, on finira par ça. Il y a 3 semaines, je l'avais annoncé sur un plateau pour dire que ce qui se passe à Tombouctou, le blocus qui se fait, que les Tombouctoutiens subissent, il faut qu'on négocie. Ils ont fini par négocier la semaine passée. Ces négociations, Houka et Ag sont en train de négocier avec eux aujourd'hui, et ils ont obtenu un résultat d'alléger le blocus sur Tombouctou. On peut encore négocier. Il faut que les Maliens se rappellent. On nous a imposé cet accord. C'est la communauté internationale qui a voulu cet accord. Les Maliens n'ont pas été consultés pour cet accord. Il y a eu 2 millions de dollars dépensés par jour et pendant 10 ans. Je vous laisse faire les calculs. Il y a eu 187 morts de toutes les nationalités confondues dont nous adressons nos condoléances. C'est le contingent le plus meurtrier dans l'histoire des Nations Unies. Vous croyez que les Nations Unies, 10 ans, ce montant dépensé, ce nombre de morts, ils vont simplement partir et nous laisser comme ça? Ils veulent simplement nous dire, ok, nous partons, vous allez voir le vide que nous allons laisser et vous ne serez pas à mesure. Oui, mais monsieur Haïdara, si le gouvernement de la transition décidait aujourd'hui de négocier avec les adversaires d'aujourd'hui, est-ce que cela ne serait pas similaire à une sorte de capitulation de la part de ce gouvernement de transition? Non, comme tu as dit que tu parlerais de ça dans le deuxième volet, oui. C'est pour cette raison que dans le discours du président, il n'a pas parlé de ça. Et ce n'est pas une compromission ou une capitulation de gouvernement. Souvenez-vous que le président Assimi avait dit clairement, nous voulons négocier, mais on veut que ces négociations se fassent à Bamako. Oui. Ce n'est pas un accord d'Alger ou un accord de Paris ou de Washington. Ça serait un accord de Koulba. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe, nous sommes en mesure de dire aujourd'hui, nous négocions, mais cette fois-ci, cette négociation se fera au Mali, avec les Maliens, entre nous Maliens, où nous allons pouvoir trouver une solution. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas renoncé à l'accord. Ils se disent que c'est une légitime défense. Donc, ça veut dire c'est une opportunité. Nous, le diaspora, nous voyons ça comme étant une opportunité de reprendre cette négociation à la base. On a suffisamment d'éléments et qu'on la fasse ici. Oui, même si votre obstination a resté quand même sur cette voie de négocier, déjà vous avez valu à un moment donné une interpellation. Quel contenu peut-on, si jamais on décidait de négocier, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table? Il y a plusieurs choses à mettre sur la table. Oui. Vous savez, quand moi je parlais de l'accord, je parlais de Iyad Koufa. Ok, parce que à l'époque, il y a eu le DNI qui a demandé d'une façon souveraine de négocier avec Iyad Koufa parce que ce sont des Maliens. Justement. Et il y a eu les ANR qui a dit on a retiré la même chose, de négocier avec Iyad Koufa. Ça, c'est une négociation à part. Ce qui demande un État islamique, c'était ça la question fondamentale. Qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qui veut un État islamique? Bien que la vérité, il faut qu'on se le dise. Il y a une bonne partie du territoire malien aujourd'hui, depuis des années, ils sont sous l'emprise de l'État islamique. Et moi, peut-être contre leur gré, M. Haïdara. Contre leur gré, mais oui. Bien sûr. Mais l'État couvre l'ensemble de surface. Et ce n'est pas une excuse. Au sein de la Constitution, nous sommes tous égaux. Moi, je suis à un village qui est à 7 km de Camp de Sévaré. Nos écoles sont fermées depuis combien d'années? Camp de Sévaré, là, c'est à 5 km. Mais nos écoles sont fermées. Est-ce que le gouvernement est arrivé à ouvrir nos écoles, l'école de Fatoma? Est-ce que le gouvernement est arrivé à sécuriser? Notre préfet ne passe pas la nuit chez nous. Notre maire ne passe pas la nuit à Fatoma. Donc il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas une faiblesse. C'est le contexte qui l'oblige. Donc nous voulons aujourd'hui une négociation séparée avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous le savons. Mais le Mali ne serait pas un État islamique. Ça, c'est un point qui n'est pas négociable. Deuxièmement, le Mali ne sera pas un État divisé. Ces 2 points-là sont des points non négociables. Alors, tout le reste, on peut le négocier. Donc, si on peut arriver à parler avec eux, on aura fait ce qu'a fait la Mauritanie. La Mauritanie a fait une conférence de Oulama où toutes ces questions de religion ont été débattues. Ce n'est pas le même problème qu'avec la SEMA pour l'accord du processus d'Alger. Donc, on a encore d'éléments. Et surtout que nous avons un ministère qui est un ministère plein, chargé de réconciliation nationale. Alors, un moment viendra où on va évaluer quelle est l'utilité de ces ministères. Ils ont négocié quoi? Qu'est-ce que ce ministère a pu obtenir? Ce n'est pas étonnant.
Parce que quand un ministre chargé de réconciliation nationale se fait conseiller par des miliciens avec de faux décrets, donc ce n'est pas étonnant qu'il n'a pas de résultat parce qu'il est mal conseillé. Donc nous disons que cela ne tienne. D'accord. Tout ce qu'il fait, ça nous concerne tous. Donc on doit tous l'aider à arriver à déclencher ce processus. Donc vous pensez que la solution militaire n'a pas d'avenir? Elle n'a jamais été une réponse définitive. Quand on parlera de solution militaire, si c'est une question d'équipement, d'armement, de puissance de feu, l'Afghanistan serait aujourd'hui sous l'emprise des États-Unis de l'OTAN. Ils ont fait 20 ans. Ils ont été obligés de négocier pour quitter l'Afghanistan. Et coïncidence d'ailleurs, le jour où on s'est rencontré au CICB avec Djemouna, le même jour, Hollande était commis par les Américains pour jouer le rôle de bons offices à Qatar. Ils étaient obligés d'ouvrir un bureau à Qatar des Afghans pour entamer la négociation avec les Américains. Comment quitter l'Afghanistan? Est-ce que nous, on peut être plus puissants que les Américains? L'OTAN réunie. Donc, c'est des histoires récentes. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir négocier et trouver une solution. Et ce que je vais ajouter à cela, oui. Beaucoup de gens qui sont d'une façon ou d'une autre contre la transition, ils veulent évaluer le succès de la transition malienne qui est copiée partout ailleurs à travers les attaques. Loin s'en faut. On ne peut pas aujourd'hui évaluer ce que la transition a pu faire en le disant c'est parce qu'il y a des attaques. Une puissance, quelle qu'elle soit, n'a jamais échappé à des attaques terroristes. D'ailleurs, avant de venir sur ce plateau, oui. Il y a une attaque aujourd'hui où je pense que c'est dans une ville où quelqu'un est venu s'exploser. Est-ce que ce n'est pas le Canada? Donc, est-ce que ça peut les empêcher avec tous les influx de renseignement? Donc, nous ne pouvons pas le faire. On est un pays-État. Et l'avantage des Maliens, c'est que tous les Maliens sont conscients de ce problème. Et notre résilience nous a amenés à un niveau où les gens qui sont en dehors de Mali, vous ne voyagez pas souvent, mais nous, quand on nous voit, c'est un respect cardinal, et ils se posent la question, mais vous Maliens là, comment faites-vous? Alors, c'est aussi simple que ça. Nous aimons le Mali, nous sommes résilients, nous sommes déterminés à un Mali indivisible et émergent, mais nous ne pouvons pas simplement dire parce qu'on est fort, parce qu'on a des militaires qui sont à la tête de l'État aujourd'hui, non, on ne va pas négocier. Ça serait une erreur. S'ils ne le font pas eux, celui qui sera élu comme président sera obligé de le faire. D'accord. Là, je le dis sur le plateau, la négociation, elle est obligatoire. D'accord. Quelle que soit la longueur de la guerre, c'est une négociation. Même les plus puissants armées comme la France, oui. Avec ces massacres qu'ils ont fait en Afrique, ils ont fini par faire un semblant de négociation pour l'indépendance. D'accord. Entre guillemets, d'ailleurs, on n'a jamais été indépendant. Mais ça aidera, c'est dans ces contextes d'attaques complexes, en tout cas dirigées contre nos femmes, que les femmes, effectivement, sont en train de se préparer pour aller justement occuper les emprises que l'aménagement va certainement laisser dans la zone de Kidal. Y compris celle de Kidal. Ils vont le prendre. Ce n'est pas un problème, c'est ce qui est convenu. Donc, ils ne violent aucun engagement. Il est convenu que les emprises qui étaient les 12 camps, quand ils vont partir, ça serait nos femmes qui vont les reprendre. Il y a eu des réunions, il y a eu une commission qui a été mise en place, et il y a un feuille de route qui a été élaboré, un mécanisme qui a été approuvé de part et d'autre. Donc c'est normal, ce qui fait partie de... Oui, mais qui est très mal vu du côté de la CMA ou du CSP. Mais bien sûr, il peut mal le voir, parce que c'est quand la mise en place de tous ces camps est convenue par la communauté internationale avec l'accord de Mali, du gouvernement malien, oui. Mais sans les Maliens. Avec le dirigeant malien, mais sans les Maliens. Et suivant un cessez-le-feu aussi. Suivant un cessez-le-feu. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils ont justifié leur présence. Mais leur présence à eux n'a pas empêché l'autre partie d'évoluer dans leur sens, c'est-à-dire les djihadistes. Il y a un amalgame ici, parce qu'ils ont participé dans le gouvernement. Même aujourd'hui, quand on parle du gouvernement, nous avons quand même quelqu'un, qui est ton ami, qui est notre ministre à nous, de mal établi à l'extérieur, et c'est lui qui a déclaré l'indépendance de l'Azawad, à Paris. Et c'est lui qui a brûlé le drapeau de Paris. C'est lui qui fait partie des gens qui ont égorgé nos soldats
C'est la SEMA qui l'a fait à l'époque à Adelhoc. Les MNLA plutôt. Les MNLA à l'époque, Oui. les MNLA pas. Donc nous avons déjà quelqu'un qui est notre ministre, nous la diaspora, qui a fait tout ça, mais qu'en tout cas il est le ministre qui est là. Parce qu'il y a eu un accord. Si ce n'était pas un accord qui était convenu, qui a été négocié, dont moi-même j'ai fait partie, comment est-ce que quelqu'un comme celui-là, j'appelle Moussa Agat ailleurs, peut être ministre des Maliens établis à l'extérieur? Donc ça veut dire encore qu'il y a une certaine tolérance qui existe, il y a un espoir qui est encore toujours là pour dire on peut arriver à pouvoir communiquer avec ceux qui sont dans les positions de prise de décision, de négocier. Bien que la SEMA et les autres, moi j'ai vu une de ces vidéos où il a qualifié les gens de la SEMA de bandits armés, mais tout ça ce n'est pas très grave. D'accord. Mais je dirais que encore il y a des éléments, il y a des canaux qui existent. D'accord. Où on peut négocier. Monsieur Sidibé, Allez-y. il n'y a pas une réponse à cette guerre sans négociation. D'accord. Justement, pour parlant des prochaines, si vous voulez, de la prochaine élection présidentielle, pour des raisons techniques, le gouvernement de la transition vient de décider d'un report léger de la date de l'élection présidentielle devant mettre fin, un terme, si vous voulez, à la transition. Les arguments choisis par le gouvernement pour justifier ce report n'ont pas certainement convaincu une certaine classe politique. Vous, au niveau de la diaspora, comment vous avez accueilli cette décision de léger report de la date de l'élection présidentielle qui devrait se tenir en février 2023? J'avoue que je n'ai pas été surpris. Vous savez, les gens entendent, mais ils n'écoutent pas. Et ceux qui écoutent souvent n'analysent pas le contenu. Oui. Vous savez, vous avez un message officiel. Un message officiel, c'est une communication institutionnelle. Donc il faut faire un décryptage. Nous avons été saisis pour participer à une rencontre de la société civile dont je suis le secrétaire chargé à l'immigration et à l'immigration au sein de la société civile malienne. Et en tant que président de CSDM, j'ai participé à cette réunion. Et il y avait d'autres membres de la société civile qui étaient. Et moi j'ai pris la parole ce jour pour dire, nous nous sommes battus, moi personnellement, au nom de la diaspora, pendant la charte, la première charte, j'ai dit 18 mois ne suffit pas. On est un pays qui est occupé par une partie par des djihadistes. Nous avons près de 34 nationalités et plus de 24 000 soldats étrangers. Nous ne sommes pas comme le Burkina ou le Mali ou le Niger ou la Guinée. On ne peut pas confondre nos transitions et celle de transition de ces pays. Je me suis battu pour que la transition soit prorogée, pas prorogée, mais la date soit beaucoup plus que le 18 mois qu'ils ont demandé. Et parmi les chefs d'État de la CEDEAO, j'en ai vu 6. Et j'ai écrit un courrier après ma tournée qui date du 9 août 2021 pour dire qu'on ne peut pas aller sur la base de 18 mois. Il faut augmenter 24 mois après la fin de 18 mois. Et j'avoue que mon courrier a été discuté au plus haut niveau pour dire que c'est vrai, 24 mois peut être acceptable. On a fait un lobbying énorme au sein des chefs d'État, ça finit par passer. Donc ce jour, je les ai dit, vous avez donné votre parole, je pense qu'il faut la respecter. On a dit 24 mois, à partir de février, il faut faire les élections. Maintenant, compte tenu du contexte sécuritaire, nous ne pouvons pas tenir les élections législatives. Ça peut se comprendre. Et nous n'allons pas tenir des élections pour plaire à X ou à Y. Nous allons le faire quand on sera à mesure de le faire. Nous allons faire les élections quand les conditions s'y prêtent. Donc faisons au moins les élections présidentielles. D'accord. Alors moi, quand j'ai entendu le discours, j'étais à Freetown et j'ai compris que le message que nous avons passé a été accepté. Oui. Et le choix de l'élection présidentielle, oui. Et je les remercie. Vous savez, vous avez un ministre qui est un expert en question électorale, qui connaît profondément cette question et qui fait du bon travail. Il est totalement dévoué à ce qu'il fait et je le remercie ici et toute son équipe. Maintenant, la perception et la compréhension... Sinon, on peut dire aussi qu'il n'a pas pu organiser ces élections prévues à bonne date, M. Jaïdara. Non, c'est-à-dire organiser pour organiser, ce n'est pas ce qui est cherché. Oui. Il vous souviendra que le référendum était prévu à une date précise. Et il a fait la même déclaration en disant que nous allons repousser de quelques
semaines. C'est ce qui a été fait. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas fait ça par après, dans quelques semaines? Ça a été bien fait. Ça a été bien fait partout. En tout cas, nous, au sein de la diaspora, nous avons voté à 97%. Moi, personnellement, j'ai voté à Niamey. Pour la première fois, la télévision nationale nigérienne a couvert le vote des Maliens au Niger. Alors, aujourd'hui, il a dit la même chose, que nous allons repousser pour quelques semaines. Légère là. Quelle est la définition pour toi de légère? Un mois? 2, 3? Je n'en sais rien. Bon, alors, moi, je te dis, oui, comme il y a un précédent, donc on peut se dire qu'il a dit pour le référendum légèrement, ça a été effectivement léger. Certains peuvent dire qu'il s'agit d'une malice aussi. Non, ils peuvent le dire. On ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent et ni de croire ce qu'ils veulent. Je reviens encore une fois pour dire, les gens écoutent, mais ils n'analysent pas. Les gens entendent, ils ne comprennent pas. Il y a eu un précédent. Est-ce que l'argument avancé, c'est de la carte le non-contrôle du processus de cette carte biométrique par le gouvernement du Mali, par exemple, est-ce que cet argument vous convainc? Non. Moi, cet argument, si on avait demandé mon opinion, on n'allait pas avancer cet argument. Oui. Parce que cette question était là depuis très longtemps. Donc, je ne voyais pas la raison d'avancer cet argument. Moi, j'aurais plutôt voulu qu'on avance l'argument tout simplement que nous ne sommes pas prêts pour des questions techniques et pour des questions sécuritaires. Oui. Et en rassurant les Maliens, il y aura un léger report. Mais sans mentionner ce qui nous lie à Idemia, je suis au courant de ce problème. Oui. Et j'ai été, moi, rencontrer le ministre à plusieurs reprises d'ailleurs. J'ai même fait un point de presse dans la cour du ministère. Donc je suis convaincu de tout ce que le travail qu'il a fait. Et je peux vous rassurer, c'est un travail de titan qu'il a fait. Il y a eu tout dernièrement un shift qui a brûlé, qui a empêché en fait la mise à disposition de certaines cartes électeurs. Mais le site a été mis en place depuis le premier. Les gens peuvent aller sur le site et pouvoir corriger leurs cartes. Donc c'est un report qui se justifie. Hein? Qui se justifie, mais ça ne serait pas très long. Et je dirais simplement que les Maliens doivent comprendre que ce n'est pas une intention de perdurer au pouvoir. Ce n'est pas ça l'intention. Ce n'est pas une intention de violer les accords qu'ils ont signés avec la communauté internationale. C'est une question d'adaptation à la réalité. Et ça aussi, c'est gouverner, se prévoir et de pouvoir s'adapter et de tenir. Donc, c'est là où nous en sommes. Moi, je suis persuadé, les gens seront surpris dans quelques semaines ou quelques mois qu'on va aller dans le même sens. Même si le report est fait, il serait peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. Il n'y a aucun mal. Maintenant, mon inquiétude est le second. Sauf que la date existante a été choisie en commun accord avec la CEDEAO, par exemple. Cette fois-ci, oui, le report a été une décision unilatérale, M. Haïdara. Qu'est-ce que nous risquons avec une telle démarche? Moi, la mission de la CEDEAO m'a trouvé à Freetown, oui, avec l'Union européenne, parce que là-bas aussi, il y a quelques problèmes de contestation de victoire de nos amis là-bas. J'ai eu à échanger avec quelques-uns. Et ils me disent, bon, Chérif Haïdara, on t'avait dit que même si on reportait à 3 ans, il y aurait encore un autre report. J'ai dit, attention, vous ne lisez pas dans une glace, ni dans une vase d'eau. Nous, on n'avait pas prévu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, force est de constater que nous ne pouvons pas faire les élections à date. Maintenant, je ne sais pas si le gouvernement a contacté la CEDEAO pour leur parler de report, mais je suis sûr que Diop, certainement, les aurait informés. La réaction de la CEDEAO se fait toujours attendre. Hein? Oui, mais c'est dans quelques semaines. Je crois que c'est dans 2 semaines. Ils vont se réunir. Hier, avant-hier, j'étais à Dakar. J'ai eu des échanges avec de plus hautes autorités. Et la position est celle-ci. S'il y a des reports aujourd'hui, il est justifié. Mais difficilement, eux-mêmes, ils comprennent pourquoi c'est à cause de Idemia qu'on reporte. Dans tous les cas. Oui. Et la CEDEAO va... Idemia, c'est autour d'une question de 5 milliards, n'est-ce pas? Mais 5 milliards, je pense que si tu veux me provoquer, je vais répondre. Allez-y. Si 5 milliards, moi-même, je peux le payer, oui, pour faire des élections. Il y a combien de milliers comme moi dans ces pays? Donc, ce n'est pas une question de 5 milliards. Oui. C'est une question de principe qu'ils ont attaché. Le principe de hold-up d'une compagnie française qui détient
nos bases de données. Et ça, je pense que c'est le message que les gens doivent comprendre. La France détient nos bases de données à refuser de donner. Donc, ce que nous n'avons pas compris... Sur la base d'un contrat qui contient 15 points d'irrégularité dénoncés par le vérificateur. Le vérificateur. Oui. Donc, on a tous les moyens aujourd'hui de contester, mais il n'y a aucun montant qui soit plus important que de tenir des élections dans un pays. On a dépensé des milliards. Alors, pour revenir à cette question fondamentale, nous, aujourd'hui, nous voudrions que l'État prenne ça comme étant une opportunité, au lieu de voir ça comme étant un blocage. Et j'appellerai également à tous les Maliens, de la diaspora particulièrement, de prendre ça comme étant une opportunité pour nous. Vous savez, sur ce plateau, j'ai dénoncé plusieurs fois les fichiers avec lesquels on a fait les élections pour le référendum. Oui. Les fichiers 8 600 et quelques mille électeurs. Dans ces fichiers-là, nous sommes 452 900. Nous voudrons que l'État puisse faire son propre fichier, qu'on contrôle notre propre fichier. Oui. Je l'ai toujours dénoncé. Un État indépendant ne peut pas laisser son fichier électoral géré par un État, fût-il la France. Donc c'est une occasion pour nous. Oui. Donc allons aux élections avec les fichiers existants actuels, avec lesquels nous avons fait les référendums pour le président, et faisons en sorte qu'on ait notre propre fichier, et ce fichier nous permettra d'augmenter le nombre de... Qu'on ait une certaine indépendance à ce niveau, souveraineté à ce niveau. Souveraineté à ce niveau. Oui. Et aussi, les Maliens de la diaspora vont augmenter entre 2 ou 3 millions, bien que certains partis politiques ont peur de cet aspect. D'accord. Mais nous allons pouvoir le faire. D'accord. Maintenant, pour l'argent, c'est un aspect important. Moi, j'ai mis un mécanisme en place et j'ai demandé les États généraux qui a été accepté. Je remercie le président, le gouvernement d'avoir mis les 500 millions, d'ailleurs, que nous allons demander comment ils ont été dépensés pour faire les États généraux. Il y a aujourd'hui les résolutions des États généraux qui doivent être approuvées, je crois que d'ici fin novembre, en tout cas décembre. La diaspora va faire un levée de fonds à travers la souscription de bons trésors qu'on appelle simplement l'épargne publique de la diaspora. On pourra lever entre 500 et 1000 milliards par an. Mais quand nous sommes capables de lever 500 ou 1000 milliards, est-ce que c'est une question de 5 milliards qui vont nous empêcher d'avoir un fichier? Seule la diaspora pourrait financer le recensement de l'ensemble des Maliens, pas seulement de la diaspora. Mais nous voulons, je vais être précis dans ma réponse, oui. Je vais être tranchant, je vais être aussi clair. Nous voudrions que ce recensement soit un recensement à caractère état civil, qu'on puisse recenser tous les Maliens établis à l'extérieur, oui. Et leurs familles, qu'on sache désormais nous avons combien de Maliens établis à l'extérieur. Si cela est fait, je pense que ça serait un grand bénéfice. Ceux qui ont peur qu'il y ait 3 ou 4 millions de Maliens établis à l'extérieur, ceux qui ont peur qu'il y ait un président malien avec des résidences étrangers, ça ne risquera pas d'arriver parce que chaque Malien a son parti politique et moi je ne suis candidat à rien, je n'ai aucun parti politique. La seule personne aujourd'hui que moi je soutiendrai s'il est candidat, c'est Assimi Goïta. Nous restons toujours dans la zone alliance des États du Sahel, à la veille donc du premier anniversaire de son accession au pouvoir au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré affirme avoir déjoué un coup d'État qui était dirigé contre sa transition. Mjaïdra, commentaire à cette tentative de coup d'État que le pouvoir burkinabé vient de déjouer, à en croire à un communiqué officiel? C'est un pays que je connais bien, oui. C'est un pays où j'ai des affaires, je connais très bien ce pays. Je peux vous dire que c'est un pays des hommes intègres et Ibrahim Traoré a un soutien indéfectible de la population. Et c'est comme le cas de Assimi. C'est la population que je ne vois pas comment quelqu'un peut faire un coup d'État aujourd'hui à Ibrahim et se maintenir. Ça ne marchera pas. Ce serait le cas de la Turquie. Vous avez vu les gens qui sont sortis pour dire qu'il n'en est pas question. En 2015 ou en 2014 au Burkina, il y a eu un coup d'État avec Djendjere ça n'a pas marché. Avec Damiba, ça a été comme une lettre à la poste. Oui. Mais avec Ibrahim, c'est impossible de le faire un coup d'État. La population n'acceptera pas. C'est comme si vous voulez faire la même chose à Assimi Goïta. Ça ne marchera pas parce que la population n'acceptera pas. Donc, le coup d'État, vous savez, il y a quelque chose qui il faut tenir compte et être extrêmement vigilant. Nous avons humilié l'État qui nous a colonisés pendant des années.
et qui nous a donné un semblant d'indépendance en nous faisant signer des accords qui en fait des accords de colonisation. Aujourd'hui, la France voudrait nous faire payer. Vous avez entendu un ancien directeur de la DGSE française pour dire, maintenant qu'on est plus dans le Sahel, on va organiser des missions de sabotage. Alors, ces missions de sabotage... Des missions secrètes de déstabilisation, pour reprendre son expression. Son expression. Oui. Donc ça va continuer. Ça, c'est le premier. On aura un deuxième, on aura un troisième, on aura un quatrième. C'est comme au Mali ici, Assimi a échappé à combien de coups d'État? Il y en a certains qu'on a dit à la télé, oui. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été annoncés, qui n'ont pas été dit à la télé. Donc, c'est comme tous les régimes, hein? Tous les régimes. Oui. Donc c'est quelque chose de très normal. C'est très normal. C'est pour cette raison qu'il faut arriver à un moment donné à être en harmonie avec sa population. Vous êtes venu, vous avez fait un discours, vous avez fait des promesses à la population. Vous vous êtes imposé avec votre arme. Alors il va falloir agir en concordance avec ce que vous avez promis à la population. Les Burkinabés sont très très particuliers. Quand tu entends l'intégrité, quand tu entends un homme intègre, c'est bien les Burkinabés. Ils n'accepteront pas. Et la jeunesse que tu vois là-bas, au Burkina, Ibrahim lui-même, c'est l'incarnation de Sankara. Donc ça ne marchera pas. Moi, je reste serein qu'il va pouvoir finir ce qu'il a commencé. Maintenant, je l'ai entendu dire l'autre jour, l'élection n'est pas une priorité pour le Burkina. Ça, je suis d'accord avec lui. Maintenant, la question peut se poser ici. Mais nous, au Mali, nous voulons notre élection. Pour couper court à tout cela, il va falloir qu'il y ait une élection au Mali. Parce qu'on a pris des engagements. Ils sont différents des engagements qui ont été pris au Burkina. Burkina n'a pas de soldats étrangers sur son sol. Burkina n'a pas, le communauté internationale n'a pas perdu de 7 000 milliards. Donc ici, il faut aller aux élections. Donc ce que moi je recommanderais, c'est que le président se déclare rapidement comme candidat. Il n'a qu'à se déclarer candidat aux élections. Allons faire les élections rapidement. Vous savez, il y a deux choses que tous les Maliens se posent, enfin les Maliens qui lisent, les Maliens qui suivent. Vous avez la charte que nous avons modifiée. À son article 9, la charte a dit que le président ne peut pas se présenter. La charte n'est plus d'actualité, on est dans la 4e République. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a eu un conseil de sécurité le 29 juin 2022. Les téléspectateurs de Renouveau, la télévision de la diaspora peuvent aller dans Google et regarder. Ils disent à son point 14, en aucun cas que Assimi et le Premier ministre peut se présenter. En aucun cas. Ça veut dire quoi? En aucun cas, c'est en français facile. Que vous changez 4e, 5e République. Non, nous le disons, on a changé de République. Donc ce conseil de sécurité, cette résolution ne tient plus. Ça sent bien que nos amis, la Chine, la Russie, n'a pas fait un veto sur cette décision. Mais nous, aujourd'hui, on est absolument souverain. Nous allons, si Assimi le veut bien, qu'il se déclare rapidement, qu'il se présente et qu'on tourne la page. Plus ça dure, plus ça crée un problème. Et un problème sur un autre problème, c'est difficile à gérer avec ce qui se passe. Pour terminer, l'expression qui dérange aujourd'hui, c'est à chaque fois qu'on parle, on parle de 5 colonels. Il n'y a pas un 5 colonel qui a le pouvoir ici, il n'y a qu'un seul colonel qui est président. Donc il va falloir que le DIRPA et le Malien changent de langage. Le président colonel Assimi Goïta. Les autres, ce sont ses amis, ce sont ses frères d'armes, c'est avec eux qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je suis fondé de le dire parce que moi, je les ai amenés et les présentés à mon oncle. Ce qui a été dit, j'étais là-bas ce jour-là et je constate tous ceux qui sont le soutien de Assimi sont en train de subir d'une façon ou d'une autre certains harcèlements. Moi-même, j'ai failli être assassiné, j'ai failli être enlevé, le président de mon club a été tué. Tout à l'heure, en venant à cette émission, on me dit M. Haïdara ne va pas à la télé. Non, nous n'allons pas abandonner. C'est maintenant d'ailleurs qu'on est encore plus engagé parce que si on perd cette opportunité, c'est un retour en arrière de 50 ans et cela ne se fera pas à notre présence. M. Haïdara, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, M. Sidibé.
Ainsi prend fin donc ce numéro de votre émission Dimanche Invité qui recevait comme invité M. Mohamed Cherif Aïdara. Il est président du Conseil supérieur de la diaspora malienne et premier secrétaire au niveau de chargé de l'émigration et de l'immigration au sein de la société civile malienne. Encore une fois, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Kidal. Au revoir.